Je remercie Flora tout d'abord de m'avoir proposé de participer à ce colloque et ensuite je me lance dans ce que j'ai prévu de vous dire. À plusieurs endroits de ses écrits, Lévinas mentionne l'identité du poète tragique et du poète comique, le fait que le personnage tragique est aussi un personnage comique, ou encore que la vie est en même temps tragédie et comédie. Cette variation sur un même thème apparaît notamment dans La réalité et son ombre, dans Totalité et infini, dans l'article Humanisme et anarchie et dans Autrement qu'être. On peut y lire en première approche, effectivement, une réminiscence platonicienne, puisqu'il est question dans le Philèbe de toute la tragédie et la comédie de la vie humaine, ou encore dans le Banquet, à la toute fin du dialogue, du fait, je cite, qu'il appartient au même homme de savoir traiter la comédie et la tragédie, de telle sorte que quand on est poète tragique par art, on est aussi poète comique. Mais on pourrait aussi se rappeler Shakespeare, et comme il vous plaira, ou tout au moins la célèbre réplique de Jacques, « Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Tous ont leur entrée et leur sortie, et chacun y joue successivement les différents rôles d'un drame en 7 âges. » Lévinas évoque à plusieurs reprises dans son œuvre cette équivalence du poète tragique et du poète comique, du personnage tragique et du personnage comique, de la comédie et de la tragédie, sans jamais en faire le lieu d'une interprétation philosophique ou littéraire qu'il attribuerait précisément à Shakespeare ou à Platon, sans jamais non plus souligner qu'il s'agit d'une citation. C'est parce que je veux me tenir à cela que mon propos aujourd'hui ne consistera pas en un jeu de pistes qui s'efforcerait de déterminer le sens de ce motif dans l'œuvre de Lévinas en revenant à son origine supposée. Que Lévinas inscrive une variation sur un même thème qui accompagne comme à l'arrière-plan l'évolution de sa pensée, cela invite plutôt, il me semble, à considérer ce que Lévinas nous dit à chaque fois que cette équivalence revient. Il s'agira cependant pour moi, en parcourant le corpus lévinassien, d'inscrire un intertexte. Celui ne renverra pas à Platon ou à Shakespeare, mais à la littérature de langue allemande du début du XXe siècle, et plus précisément à 2 récits qui relèvent tous deux du Bildungsroman. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que l'équivalence du tragique et du comique renvoie à une certaine conception des enjeux d'une existence humaine. Or, le roman de formation a longtemps été, et peut-être encore, un des lieux dans lesquels on est invité à se comprendre, un des lieux dans lesquels un jeune lecteur ou un lecteur moins jeune peut être tenté d'interroger le sens de la vie. Ensuite, parce qu'avant La réalité et son ombre, dans l'article datant de 1935, La compréhension de la spiritualité dans les cultures allemandes et françaises, le terme de tragique apparaît lorsqu'il est question de la littérature allemande et de la conception de l'esprit qu'elle transmet. Conception, indique Lévinas, je le cite, qui se manifesta progressivement chez les romantiques et qui éclot en toute beauté au début du XXe siècle et surtout à notre époque. Enfin, et c'est la raison la plus contingente et aussi la motivation la plus forte, parce qu'en lisant les romans et nouvelles dont je vais parler aujourd'hui, à savoir Tonio Kröger de Thomas Mann, qui date de 1903, et Demian de Hermann Hesse, qui date de 1919, je ne pouvais qu'entendre la voix de Lévinas lorsqu'il s'efforce de nous faire comprendre ce qu'il y a de foncièrement étranger à l'éthique dans toute conception tragicomique de l'existence. À rebours, ces œuvres littéraires sont devenues une sorte de toile de fond, pour moi en tout cas, sur laquelle il était possible de comprendre de manière non technique, pour le dire ainsi, ce qui est en jeu dans la parole de Lévinas à chaque fois qu'elle répète la coappartenance du tragique et du comique. Mais ce ne sont là que des justifications de méthode. Le problème, quant à lui, je propose de le poser abruptement. Un personnage peut-il être le gardien de son frère ? Je passe à ma première partie qui s'intitule « Voir des personnages ». L'équivalence du tragique et du comique apparaît dans La réalité et son ombre lorsque Lévinas, dans la section sur l'entretemps, aborde l'œuvre d'art comme statue, c'est-à-dire comme pétrification du temps lui-même. Cette pétrification du temps signifie, dans une première dimension, que les œuvres fixent des instants qui ne seront jamais rejetés dans le passé, qui ne se dépasseront jamais vers un avenir. Si à première vue l'œuvre plastique semble recueillir et préserver l'instant, le rendre éternel, elle produit en fait une illusion de temps, c'est-à-dire un instant qui dure faussement parce qu'il est coupé de ses horizons temporels. Mais plus que cela, l'objet lui-même qui est saisi, arrêté dans son temps et capturé dans un simulacre de temps, est irrémédiablement modifié. Si fixer le temps n'est pas le préserver, fixer quelque chose dans l'entretemps, c'est aussi procéder à son altération. Ainsi, du sourire éternel de la Joconde, déjà évoqué aujourd'hui, qui ne saurait être un sourire s'il ne s'efface pas et ne tremble jamais, ainsi de l'étreinte des serpents dans laquelle est prise Laocoon, qui ne saurait se détendre ou s'affermir. C'est une façon de dire que là où il y a statue,
le verbe est absent, qu'il y ait apparemment un sourire là où personne ne sourit, qu'il y ait une étreinte sans étreindre, voilà ce que fait la statue. Parce que Lévinas accole l'exemple pictural à l'exemple statuaire, il nous laisse comprendre que la statue ici ne désigne pas fermement des objets, les statues empiriques subsumées sous leur concept, mais une modification ontologique opérée par l'activité esthétique. De même, l'éternité ou l'immobilité dont il est question dans l'entretemps n'est pas exclusivement corrélative d'un geste arrêté, d'une posture ou d'une pose, celle qui est prise par le modèle, par exemple, et que le peintre ou le sculpteur viendrait recueillir. Et statue aussi le personnage de la tragédie, qui pourtant, incarné sur la scène du théâtre, parle et gesticule. Ainsi, à qui serait tenté trop vite de considérer que l'acteur donne vie au personnage, et que, parce qu'il y a un corps de chair et d'os, il y a quelqu'un, Lévinas impose un contre-mouvement. Oblitéré par le personnage, l'acteur lui-même est absent, comme personne, et le personnage lui-même n'est que marionnette. Il ne gesticule pas, mais il est gesticulé par l'acteur, par le metteur en scène, et surtout, il ne parle pas, mais il répète des phrases qui ont été par ailleurs écrites. D'une certaine manière, pour paraphraser le Phèdre de Platon, les personnages sur la scène d'un théâtre semblent vivants, de même que leurs paroles semblent vivantes, mais ce qui est proféré n'est que silence, parce que le discours déployé, de même que les gestes accomplis, ne sont que des répétitions de paroles et de gestes, eux-mêmes adressés à d'autres marionnettes, c'est-à-dire un colloque de fantômes. C'est à ce point de la réalité et son ombre qu'apparaît l'équivalence du tragique et du comique. Je cite Lévinas. On peut fixer son attention sur ce qu'il y a de marionnettes dans les personnages d'une tragédie et rire à la comédie française. Toute image est déjà caricature. Mais cette caricature tourne au tragique. Il appartient, certes, au même homme d'être poète comique et poète tragique, ambiguïté qui constitue la magie particulière des poètes comme Gogol, Dickens, Tchekhov, et Molière et Cervantes, et par-dessus tout Shakespeare. L'introduction de ce motif, de l'équivalence du tragique et du comique, après que le personnage a été défini comme marionnette, produit plusieurs effets et permet de préciser et d'affiner le discours. Mentionner l'équivalence du tragique et du comique, c'est défaire tout d'abord le risque d'une posture moqueuse, et donc d'une contamination de l'auteur comme du lecteur par la caricature et la pose. En effet, à faire surgir la marionnette et à dire qu'il est possible de rire devant la tragédie, la tentation pourrait naître de s'installer prestement et fermement dans une posture complaisante, la posture de celui qui, du haut de son balcon, sait une fois pour toutes ce qu'il en est des personnages, qui a bien compris qu'il n'y a là rien que de risible, donc rien de sérieux ou d'inquiétant, et surtout rien qui le concerne en propre. Ce motif permet aussi d'opérer un glissement. À mesure que Lévinas égrène ses références littéraires, le romanesque vient se tisser au dramatique. Nous sommes ainsi forcés de penser que la marionnette dont il est question, la caricature, ne désigne pas exclusivement la présence irréelle du personnage, lorsqu'elle recouvre la présence vivante de quelqu'un, à savoir celle de l'acteur qui l'incarne sur scène, mais qu'elle renvoie aussi, pour reprendre l'expression de Paul Valéry, à ces êtres de papier ou à ces vivants sans entrailles que sont les personnages de roman, eux pourtant qui ne s'offrent pas à la visibilité, mais vivent exclusivement dans et par leur lecteur. Enfin, ce motif, tel qu'il est affiné, défait la compréhension précédemment inscrite du spectacle théâtral, qui livrait l'appréhension du tragique et du comique à l'initiative du spectateur. En effet, jusqu'ici, il pouvait sembler que la détermination du personnage, comme tragique ou comique, soit corrélative d'un point de vue. Le même spectateur, selon son attitude, pourrait appréhender différemment le personnage pour lui donner le sens d'être un personnage tragique ou un personnage comique. Je reprends le début de la citation. On peut fixer son attention sur ce qu'il y a de marionnette dans les personnages d'une tragédie et rire à la comédie française. Or, en rappelant que c'est le même qui est poète tragique et poète comique, Lévinas fait surgir en lieu et place de celle du spectateur la figure de l'auteur. Au premier abord, on pourrait voir là une explication. Le spectateur peut voir le personnage comme tragique ou comique parce que le poète tragique est toujours aussi poète comique. Il ne s'agit pas de dire que celui qui écrit des comédies est aussi capable d'écrire des tragédies, et inversement, mais que tragique et comique s'entr'appartiennent, qu'il ne saurait y avoir d'écriture dramatique qui sache se défaire de cette ambivalence. Le spectateur, donc, n'est pas si libre que ça, mais son regard est bien plutôt captif d'une ambivalence qui appartient essentiellement au spectacle. Poète et spectateur voient l'autre en tant que personnage tragique et ou personnage comique. Auteur et spectateur, surtout, sont peut-être le même. Lévinas, d'ailleurs, ne définit pas le tragique et le comique, et plutôt que d'y voir une lacune, je serais tentée de comprendre que ce qui compte ici, ce n'est pas de se demander quand il y a tragique et quand il y a comique, mais c'est l'en tant que et la corrélation. Être auteur ou spectateur,
c'est appréhender l'autre en tant que ceci ou cela. Autre façon de dire que l'intentionnalité est poète, qu'elle fabrique des personnages, ou qu'elle échoue, aussi vaillante qu'elle soit, à rencontrer l'autre comme visage. Qu'il y ait des personnages qui sont toujours en même temps tragiques et comiques, cela tiendrait donc à une certaine qualité du regard, à une optique. Dans La réalité et son ombre, Lévinas affirme que l'outil du romancier n'est pas, comme on pourrait le croire, l'introspection, l'intelligence des âmes humaines, mais au contraire que la vraie vision du romancier est, je le cite, d'une extériorité totale. Mais l'optique dont il est question est aussi une herméneutique. Je cite encore Lévinas, « La vie sollicite le romancier quand elle lui apparaît comme si elle sortait déjà d'un livre. » Le romancier, l'écrivain, c'est celui qui observe, qui nourrit un regard qui s'arrête sur les formes plastiques de l'autre, mais c'est aussi celui qui appréhende par avance la vie comme une intrigue romanesque et porte un regard sur le monde qui, en même temps, raconte l'autre, le saisit dans une narration. Corrélativement, le personnage, c'est celui dont les faits et gestes sont observés, ressaisis comme déjà achevés, déjà compris. C'est celui qui se déplace dans l'intervalle clos d'une intrigue racontée. C'est celui auquel il n'arrivera jamais rien parce qu'il est, je cite, voué à la répétition infinie de mêmes actes et de mêmes pensées. Les intrigues et les personnages ne sont donc pas tant que cela fabriqués par l'écriture, mais bien plus recueillis par elle. Ou encore, la corrélation auteur-personnage ne s'engendre pas dans l'écriture, mais en amont d'elle. Cette attitude d'écrivain, c'est celle dont témoigne, à mon sens, dans la nouvelle de Thomas Mann, le personnage de Tonio Kröger. Faisant son portrait ou avouant les secrets de la création littéraire à son amie Elisaveta, qui est peintre, il lui dit la chose suivante, et je cite un peu longuement Thomas Mann. « Car ce que vous exprimez ne doit jamais être pour vous l'essentiel, mais seulement la matière indifférente en soi, dont il s'agit de composer sans passion, en la dominant et comme en se jouant, une image esthétique. Il est nécessaire d'être, dans une certaine mesure, hors de l'humanité, d'être un peu inhumain, de vivre à l'égard de ce qui est humain dans des rapports lointains et désintéressés, pour être en état, pour être seulement tenté de le représenter, de jouer avec, de le reproduire avec goût et succès. Le don pour le style, la forme et l'expression présupposent déjà cette attitude froide et exigeante à l'égard des choses humaines. Oui, un certain appauvrissement, un certain dessèchement. Pour Tonio, donc, il faut être inhumain pour faire des œuvres. Le romancier ou le poète serait celui qui, dans le monde ou sur les pages, ne rencontre que des êtres figés en images, des êtres muets et comme arrêtés, sans avenir, des êtres aussi incapables de l'atteindre, de l'émouvoir. À même l'indifférence éthique, l'autre, déjà objet ou image, peut devenir le thème d'une œuvre. Le poète ne voit pas quelqu'un, mais son renversement en caricature. Il ne voit pas le geste, mais la pose, pas l'initiative, mais l'œuvre, l'acte achevé et muet en destin. Bref, il voit ce qui de la vie se fige comme une ombre, ce qui s'immobilise. Or, l'équivalence du tragique et du comique porte aussi son écho dans Tonio Kröger et vient clore, dans une nouvelle variation, le récit écrit par Thomas Mann. Je cite. « Tandis que j'écris, le bruissement de la mer monte vers moi et je ferme les yeux. Je plonge mes regards dans un monde à naître, un monde à l'état d'ébauche, qui demande à être organisé et à prendre forme. Je vois une foule mouvante d'ombres humaines qui me font signe de venir les chercher et de les délivrer, des ombres tragiques et des ombres ridicules, et d'autres qui sont l'un et l'autre à la fois. Celles-là, je les aime tout particulièrement. » Je passe maintenant à ma deuxième partie, qui s'intitule « Vivre comme un personnage ». S'arrêter sur le regard de l'artiste, souligné par Lévinas dans La réalité et son ombre, et incarné, à mon sens, par Tonio Kröger, permet de comprendre ce qu'il en est des autres dans une manière d'être qui fait du monde un spectacle. Mais cela ne permet pas encore de saisir entièrement comment vit celui qui est à la fois poète tragique et poète comique. Si on sait comment il voit les autres, on ne sait pas comment il se voit lui-même. Or, la figure de l'auteur, qui se dégage de La réalité et son ombre, est celle, d'abord, d'un auteur qui placerait son activité au-dessus de la philosophie et de la science et l'érigerait, je cite, en savoir de l'absolu, en même temps que celle d'un auteur libéré, je cite encore, de ses devoirs d'homme. Ces quelques termes semblent désigner en creux, et entre autres, la figure romantique du génie. Du moins, lu dans cette perspective, l'article de 1948 poursuit des réflexions déjà esquissées dans les travaux antérieurs de Lévinas, qui font intervenir de manière insistante l'articulation du romantisme et du tragique. Dans l'article de 1935 que j'ai déjà mentionné, de la compréhension de la spiritualité dans les cultures françaises et allemandes, Lévinas indique la conception de l'humain qui anime la vision romantique. Je le cite. « L'homme, c'est le moi concret qui se préoccupe de son destin, qui s'inquiète devant la mort, en la regardant dans les yeux ou en la fuyant.
L'inquiétude, les expériences relevant de nos sensations et de nos sentiments, toute la tragédie de notre existence humaine, amour, haine, passion, déception, forment un seul complexe dramatique. De ce drame surgit la spiritualité. Être humain, donc, dans cette approche-là, c'est être pour la mort. C'est penser sa vie comme un destin qui saura être raconté ou que l'on se raconte à mesure qu'on le vit. Bref, c'est instituer une téléologie et inscrire par avance sa vie dans un intervalle de temps, dans l'entretemps où pourra se dérouler l'intrigue d'un accomplissement de soi. L'ensemble de l'existence est esthétisé dès lors que la vie, comprise par avance comme drame ou tragédie, forme narrative, devient une création de soi. Il s'agit de produire la spiritualité, ce qui la désigne comme une œuvre. Il s'agit d'acquérir de haute lutte l'esprit. Dans une telle approche, le monde et les autres ne sont pas seulement observés. Ils ne sont pas regardés en face et rencontrés à hauteur d'homme. Leur existence n'a de sens et n'est justifiée que comme celle d'autant de personnages secondaires dans l'intrigue de l'accomplissement et de l'affirmation du moi. Mais il est impossible de faire là autre chose d'autrui qu'un partenaire de jeu ou un obstacle, la paix avec soi se gagnant à l'issue de la guerre contre les autres. Comme l'écrit Lévinas dans De l'évasion, je le cite, « Le romantisme des XVIIIe et XIXe siècles, malgré la conception héroïque qu'il se fait de la destinée humaine, ne s'écarte pas de cet idéal de paix. L'individu est appelé à desserrer l'étreinte de la réalité étrangère qui l'étouffe, mais pour assurer le plein épanouissement de sa réalité propre. La lutte avec l'obstacle est seule ouverte à son héroïsme, elle est tournée vers l'étranger. » Or, c'est bien dans cette attitude, pour revenir à la nouvelle de Thomas Mann, que se tient Tonio Kreuger lorsqu'on le découvre au seuil de la nouvelle. Figure du génie littéraire, Tonio, je cite, est seul et exclu au milieu des gens normaux. Or, cette exclusion, cette absence de socialité, est justifiée par le fait qu'il possède, je cite, quelque chose d'étranger et de singulier, qui le distingue aussi bien des bons élèves que de ceux qui se tiennent dans une solide médiocrité. Tonio, donc, ne sait ni être enseigné, ni vivre auprès des autres, ce qui est sûrement la même chose. Trouvant ses maîtres ridicules, il est aussi celui pour lequel tous les autres se ressemblent. Je cite, « Il ne pense que des choses que tout le monde pense et que l'on peut dire tout haut. » Il est donc celui qui n'entend pas que quelqu'un parle. Il saisit des contenus de sens, toujours les mêmes. Or, cette incapacité à être en contact avec les autres, qui signifie l'impossibilité d'être touché par eux, et témoigne de ce que Tonio lui-même nomme une inhumanité, ou un dessèchement de l'humain, cette incapacité donc est aussitôt renversée en signe d'une vocation plus haute. Le fait que Tonio se tienne en arrière ou en deçà du monde et ne parvienne pas à rejoindre les autres est interprété comme l'appartenance à ce qui se tient au-delà des enjeux d'une vie ordinaire et exige de s'élever pour être fidèle à soi à une position de surplomb. Je cite la nouvelle de Thomas Mann. Il se livra tout entier à la puissance qui lui apparaissait comme la plus élevée sur terre, au service de laquelle il se sentait appelé, qui lui promettait la grandeur et la réputation, la puissance de l'esprit et du verbe qui règne en souriant sur la vie inconsciente et muette. Elle aiguisa son regard et lui fit percer à jour les grands mots qui gonflent les poitrines des hommes. Elle lui ouvrit l'âme des autres et la sienne propre, lui montra l'intérieur du monde et ce qui se trouve tout au fond, sous les actions et les paroles. Et ce qu'il vit fut ceci, ridicule et misère, misère et ridicule. Voir les autres en tant que personnages tragiques et comiques, cela ne tient donc pas seulement au fait de simplement regarder, de se tenir en observateur. Le visage ne parvient plus à défaire le masque lorsque les autres sont regardés de haut par celui qui a gagné les cimes spirituelles qui lui interdisent l'ordinaire du face-à-face. Ce qui suppose le geste d'une institution de soi, qui est geste d'auto-sacralisation, pour le dire ainsi, d'identification à la figure géniale. Autrement dit, il n'y a de personnage peut-être que pour celui qui s'est lui-même identifié comme personnage, faisant de sa vie un jeu dans la mesure où il l'emploie à endosser un rôle disponible, à répéter une figure. Néanmoins, dire ainsi, c'est dire que Tonio se choisit volontairement comme génie et que Tonio est un personnage ridicule. Or, le narrateur lui-même, qui est sûrement poète comique et tragique, insiste sur le fait que la vocation de Tonio est réelle, qu'il est effectivement promis à un destin qu'il se doit d'embrasser. La solitude qui l'accable, telle qu'elle nous est présentée, n'est pas tant choisie que subie. Il se tient à distance parce que les autres le fuient, troublé, indique le narrateur, par le signe qu'il porte sur son front. Condamné à la solitude, Tonio est forcé d'assumer une inhumanité que seule l'écriture d'une œuvre pourrait venir rédimer. Se consacrant à l'écriture, se sacrifiant pour elle, Tonio s'installe dans un entretemps fait de travail et de refus de la vie. Je cite. « Parce qu'il ne compte pour rien en tant qu'être vivant, ne veut être considéré que comme créateur et le reste du temps va et vient, terne et insignifiant,
semblable à l'acteur débarrassé de son phare qui n'existe que lorsqu'il est en scène. Voué à être un personnage, à incarner le destin du génie, Tonio, convaincu qu'il faut être mort pour être tout à fait créateur, est une ombre parmi les vivants. Il est une ombre parce qu'il se veut mort, créateur sacrifié pour son œuvre. Il est une ombre aussi parce qu'il est le retour à la répétition d'un personnage. Certes, il est d'abord la répétition de la figure du génie, mais le signe que Tonio porte sur son front fait de lui aussi un écho ou un double, une figure spectrale, puisque cette marque noue sa ressemblance avec Caïn. Abordant la vie comme destin, Tonio n'est pas seulement lui-même, mais il est une figure rappelant une autre figure, il incarne celui qui n'est pas le gardien de son frère. La figure de Tonio Kreuger, dès lors, semble incarner, trop parfaitement presque, l'irresponsabilité de l'artiste, indissociable d'une exclusive responsabilité pour l'œuvre à venir, sorte de don fait à l'humanité, et le seul susceptible de racheter l'inhumanité qui anime sa relation aux autres. Mais à prêter trop exclusivement attention à cette figure, on pourrait être tenté de penser que le risque d'être prisonnier d'un destin, sourd à l'interpellation du visage, ne menace, bien heureusement, que ceux qui se sentent un goût pour les arts. Or, faut-il le dire, il n'en est rien. Dans Totalité et Infini, Lévinas écrit la chose suivante, je le cite. « Quand j'entretiens une relation éthique, je me refuse à reconnaître le rôle que je jouerai dans un drame dont je ne serai pas l'auteur, ou dont un autre connaîtrait avant moi le dénouement, à figurer dans un drame du salut ou de la damnation qui se jouerait malgré moi et de moi. Mais les artistes qui s'identifient à la figure du génie ne sont pas les seuls à envisager leur existence comme destin, à se reconnaître dans un rôle, à paraître sur la scène du monde ou à espérer ce que Lévinas nomme, quelques lignes plus bas, une participation involontaire à de mystérieux desseins qu'on figure ou préfigure. Cette compréhension de soi est le fait de quiconque, pour autant qu'il s'aperçoit dans son appartenance à l'être et à son jeu. Or, cette appartenance au jeu de l'être n'est pas seulement le résultat d'une position de surplomb, dont la littérature, mais aussi la philosophie ou toute science humaine est capable, lorsqu'elle adopte un regard synoptique, mais elle est éprouvée par chacun. L'appartenance au jeu de l'être est aussi attachement à ce jeu, amour de la vie, bonheur d'être, qui n'est ni représentation de la vie, ni réflexion sur la vie. Amour sans distance, étranger au désir, l'amour de la vie est participation, adhérence, pour le dire ainsi, du sujet à la vie, impossibilité, je cite Lévinas, d'un refus radical. Toujours dans Totalité et Infini, Lévinas écrit la chose suivante. La souffrance, à la fois, désespère d'être rivée à l'être et aime l'être auquel elle est rivée. Impossibilité de sortir de la vie, quelle tragédie, quelle comédie. Le Taedium Vitae baigne dans l'amour de la vie qu'il rejette. Le désespoir ne rompt pas avec l'idéal de joie. Qui désespère des conditions de vie qu'il subit en espère d'autres, qui souffre attend de voir revenir la joie, qui attend de découvrir ce que l'avenir réserve à ses attentes et à ses espoirs, à ses actes et à ses refus, qui examine les tourments de son intériorité, devient le spectateur personnage qui réclame de voir le dénouement de l'intrigue dans laquelle il est plongé. L'appartenance de chacun à la tragicomédie de l'être est inévitable, dans la mesure où elle prend fond sur le retournement de toute initiative en œuvre, je cite, qui se sépare de son auteur, de ses intentions et de sa possession. Tout travail, et pas seulement celui de l'artiste, tout acte, je cite, consiste à aboutir dans l'inconnu, à ne pas pouvoir mesurer toutes ses conséquences. De telle sorte qu'il semble impossible, à produire incessamment ce dont le sens ne dépend pas de moi, de vivre une vie dans laquelle on ne se demande pas comment les choses vont tourner pour soi. En s'observant ainsi, chacun est à même de s'apercevoir comme personnage, plongé dans une intrigue dont il n'a pas la clé. Cela suffit à entériner, hors de toute posture héroïque, la participation au devenir et l'adhésion au jeu de l'être, mais aussi à reconduire la mauvaise temporalité du destin. J'en arrive enfin à ma troisième partie, intitulée « Destin et guerre ». Plus que cela, plus que ce que je viens de raconter, se soucier de soi et de ce que l'on va devenir, tenter de trouver un sens dans l'être, en se baignant dans son jeu, alors que la mort pourtant est toute désignée comme résolution de l'intrigue, fait de chacun un personnage, prisonnier de l'ambivalence du tragique et du comique. Je cite Lévinas dans L'humanisme de l'autre homme, et ces phrases reviennent quasiment à l'identique dans Autrement qu'être. Il ne peut y avoir de sens dans l'être que celui qui ne se mesure pas à l'être. La mort rend insensé tout souci que le moi voudrait prendre de son existence et de sa destinée. Une entreprise sans issue est toujours ridicule. Rien n'est plus comique que le souci que prend de soi un être voué à la destruction, aussi absurde que celui qui interroge en vue de l'action les astres dont le verdict est sans appel. Rien n'est plus comique ou rien n'est plus tragique. Il appartient au même homme d'être figure tragique et comique. Mais la responsabilité préoriginaire pour l'autre ne se mesure pas à l'être, n'est pas précédée d'une décision, et la mort ne peut la réduire à l'absurde.
Ne plus être un personnage, échapper au destin, c'est être pour l'autre. Comme l'écrit Lévinas, bien des années plus tôt, dans De l'évasion, toute tentative de sortie de l'être qui consiste, je cite, à s'évader des basses réalités, au souci de rompre avec les conventions et les contraintes sociales qui fausseraient ou annihileraient notre personnalité, à rechercher le merveilleux susceptible de briser l'assoupissement de notre existence bourgeoise, à s'affranchir des servitudes dégradantes que nous impose le mécanisme aveugle de notre corps, tout autant que l'ambition romantique qui appelle l'individu, je cite, à assurer le plein épanouissement de sa réalité propre, finissent nécessairement par retrouver l'être, par y trouver refuge. Ce que Lévinas, dans ses pages, appelle le romantisme de l'activité créatrice, est certes entendu dans le besoin qu'il exprime d'une sortie de l'être, mais il est reconnu encore plus comme indissociable d'une acceptation de l'être. Or, être pris dans le jeu de l'être, être prisonnier de son destin, ce n'est pas seulement espérer et désespérer d'un devenir qui m'échappe, en même temps qu'il m'enferme, mais c'est aussi, si l'on en vient à autrement qu'être, être voué à la guerre. L'amour de la vie, la participation à l'être, l'attachement au jeu, le souci de soi, signifie, in fine, l'installation dans la guerre. Je cite Lévinas, « L'intéressement de l'être se dramatise dans les égoïsmes en lutte les uns avec les autres, tous contre tous, dans la multiplicité d'égoïsmes allergiques qui sont en guerre les uns avec les autres et ainsi ensemble. » L'évocation plus haut de la figure romantique incarnée par Tonio Krüger laissait entendre la relation qui noue la création à la violence et la figure du créateur à celle de Caïn. La sacralisation de l'artiste, ainsi, n'irait pas sans la justification d'une certaine indifférence à l'autre, puisque celle-ci est prise dans une logique de la rédemption, telle que tout pourrait être pardonné à celui qui donne une œuvre. Mais à mon sens, c'est un roman de Hermann Hesse, publié en 1919, Demian, qui manifeste, je le disais, à mon sens, le plus abruptement possible, la relation qui noue accomplissement de soi, célébration du devenir et participation à la guerre. Puisqu'effectivement, dans ce roman, la sacralisation de l'artiste n'est pas exclusivement sacralisation de celui qui produit hors de lui des œuvres, mais plus généralement de quiconque envisage de sculpter sa propre statue. Et plus que cela, cette sacralisation est indissociable, elle est présentée en tout cas comme indissociable d'une sacralisation du démonique. Alors je vais essayer d'aller vite sur le roman de Hermann Hesse. Dans ce roman, le personnage principal, Émile Sinclair, encore enfant, rencontre Max Demian dans la salle de classe au moment où il apprend une histoire de la Bible, et plus précisément, ce que le maître est en train de leur enseigner, c'est l'histoire de Caïn et d'Abel. C'est cette histoire qui noue l'amitié des deux garçons, ou plutôt c'est la liberté avec laquelle Demian interprète cette histoire, qui fait naître la fascination de Sinclair. Cette liberté interprétative, hallucinatoire, si l'on reprend le terme que Lévinas emploie pour désigner la lecture que fait Claudel de l'Ancien Testament, concerne d'abord la manière dont il en présente le thème. Je cite Demian dans le roman d'Hermann Hesse. « Oui, j'ai assisté à votre leçon, dit-il très animé, l'histoire de Caïn qui portait un signe sur son front. Demian occulte Abel, réduit Caïn lui-même à sa figure qui ne l'intéresse que par le signe qu'elle fait paraître. Il fabrique une image. Geste nécessaire pour celui qui se met en droit, de proposer une nouvelle interprétation dans laquelle la rupture avec toute interrogation éthique est la promesse d'un sens bien supérieur. Or, dans Autrement qu'être, Lévinas souligne que lorsque autrui m'apparaît, je le cite, dans sa plasticité d'image, je suis en relation avec le multipliable qui, malgré l'infinité de reproductions que j'en prends, reste intact. Et je peux à son égard me payer de mots à la mesure de ces images, sans me livrer dans un dire. Or, le geste de Demian, qui ne saisit de Caïn que sa figure, ouvre bien la possibilité de se payer de mots et de jouer à la multiplication des images. Le sens supérieur qu'il expose, en effet, n'est rien d'autre qu'un jeu d'identification, de miroir, de double, de préfiguration, dans et par lequel Demian fait son portrait, ou son portrait rêvé, en creux de celui de Caïn. Le signe gravé sur le front devient un je ne sais quoi d'inquiétant, une nuance en plus d'intelligence et de hardiesse dans le regard, une capacité à terrifier les autres, à manifester sa puissance. Ce qui m'intéresse, et je vais essayer d'aller vite sur ce que j'avais prévu de dire, c'est que finalement, dès le début du roman, on voit que Demian se comprend lui-même à s'identifiant à Caïn. On comprend ensuite que Sinclair se comprend lui-même et se comprend peu à peu comme responsable d'un destin qui l'invite à faire de grandes choses en s'identifiant à Demian. Et donc finalement, il y a comme cela une multiplication des figures de leurs identifications, de telle sorte que chacun comprend les autres comme préfiguration de son propre destin. Et pourquoi je disais qu'il s'agissait là d'une illustration du fait que
en assumant comme ça, si vous voulez, un statut de personnage, ou en faisant sienne la volonté d'avoir un destin, on en arrive à la guerre? Eh bien, tout bêtement, parce que dans le roman de Hermann Hesse, Sinclair, qui est persuadé d'avoir une mission à accomplir qui est plus haute que celle des autres, comprend, à la fin du roman, que finalement, le destin qui se promettait à lui, c'était la guerre. Et que finalement, ce destin, il n'avait jamais eu à le choisir, il n'avait pas finalement à s'y décider, parce que c'était ce qui arrivait de toute façon, ce qui allait se passer, et ce pourquoi il allait être obligatoirement mobilisé. Et il y a une petite phrase que je reprends simplement, et que l'on peut lire à la fin du roman, parce que c'est une phrase qui manifeste avec comique, il faut le dire, le dépit de Sinclair en même temps que son étonnement d'enfant quand il s'aperçoit que le destin signifie simplement participation au jeu de l'être et non pas, si vous voulez, élection de certains qui seraient en mesure de se placer au-dessus des autres et de leur montrer la voie. Et je vous donne cette phrase. « Il était étrange seulement que je dusse partager avec tant d'autres hommes, avec l'univers tout entier, cette affaire solitaire que l'on nomme destinée. » Donc, je vous donne très rapidement ma conclusion. Lorsque Platon, dans République 10, bannit les poètes de la cité idéale, c'est parce qu'il mesure les risques de la mimésis. Celle-ci, certes, détourne le regard des idées, mais lorsqu'elle est mimésis de personnes, mise en circulation d'images de vivants, elle se joue aussi comme invitation à l'imitation, prolifération de la ressemblance, identification de soi en miroir de l'autre, devenu marionnette ou statue. Si les personnages romanesques ne vivent que dans et par leurs lecteurs, à l'occasion des lectures et de ce qu'il en reste, cela signifie concrètement qu'ils s'installent dans leur corps pour les livrer à la répétition de phrases, d'attitudes, d'actions et de gestes, qui contribuent peut-être à faire des personnes qui vivent dans le monde des personnages échappés de romans, prisonniers par avance d'un entretemps, condamnés à la répétition du même. Il est possible de vivre en se figurant comme un personnage affronté à d'autres personnages. Il est possible de ne concevoir d'identité que narrative, de vie que romancée, d'occulter l'intrigue de responsabilité au profit de l'épique. Tonio Kreuger et Émile Sinclair, de plus, nous forcent à penser que cette attitude de lecteur saisissant des personnages ne concerne pas seulement notre relation à la littérature. On peut aussi lire le monde, y voir un défilé d'images, d'idoles, et ainsi, à force d'esthétisation, s'anesthésier pour se rendre sourd à l'interpellation d'autrui. Si entendre la misère d'autrui, je cite Lévinas qui crie justice, ne consiste pas à se représenter une image, mais à se poser comme responsable, il est toujours possible pourtant de l'appréhender comme un motif dans le grand spectacle de l'être et de fuir ce faisant la proximité que Lévinas, dans un passage d'Autrement qu'être, nomme aussi l'inénarrable. Si Lévinas, dans Éthique et Infini, confie penser, je cite, qu'à travers toute littérature parle, ou balbutie, ou se donne une contenance, ou lutte avec sa caricature, le visage humain, ce balbutiement, cette lutte avec le masque, a peut-être besoin d'être soutenu par la présence d'un lecteur qui s'efforce d'entendre quelqu'un, bref, d'un lecteur qui possède l'antidote contre la fascination. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ton exposé. Et la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'il ne peut pas quand même y avoir compatibilité entre une vocation artistique ou, comme tu as dit, épique, et une vocation éthique? Est-ce que c'est exclusif? Est-ce que ça ne peut pas être... Oui. Je vois la question. Alors, je pense que j'ai beaucoup effectivement radicalisé dans le sens et comment dire, dans une approche finalement de la vocation littéraire, on va dire, qui va dans le sens de Blanchot en partie, de la solitude essentielle et du fait finalement que être pour l'œuvre, ce serait contradictoire avec le fait d'être pour l'autre. Ce que j'avais en tête aussi, ce sont des remarques que fait Marthe Robert dans un ouvrage qui s'appelle Livre de lecture et dans lequel elle revient, d'abord c'est elle qui cite Tonio Kreuger, le passage que j'ai rappelé dans cet ouvrage-là, et qui revient ensuite sur cette espèce de sacralisation qui a lieu fin 19e, début du 20e siècle de la littérature, dans laquelle finalement tout est pardonné à l'écrivain,
pour autant qu'il se consacre justement à sa vocation, et donc il peut se permettre d'être un méchant homme, de ne pas élever ses enfants, de ne pas faire, ça peut être des choses aussi ordinaires que de ne pas faire la cuisine et le ménage chez lui, etc. etc. Dans une certaine mesure, ça me semble juste finalement d'approcher les choses comme ça, parce que ça met l'accent sur le fait qu'il y a quelque chose d'incompréhensible, ou en tout cas une incompréhension qu'il faut laisser ouverte, dans le fait que certains, effectivement, se lancent dans le fait de faire de la peinture, de la musique ou de la littérature, alors qu'il y a tant d'autres choses très ordinaires et très urgentes à faire. En particulier, je dis ça parce que ce que j'ai en tête, c'est aussi la critique et qui a été évoquée à propos de l'exposé sur Blanchot, la critique que Lévinas fait de Merleau-Ponty, dans l'approche duquel finalement être au monde, c'est être dans une attitude esthétique ou dans une attitude créative d'emblée et essentiellement, alors que finalement il me semble que l'approche de Lévinas permet de préserver l'étrangeté de l'art, son étonnement, le fait qu'il ne va pas de soi en fait. Et voilà, alors je ne sais pas si c'est très clair comme réponse, ça l'est peut-être pas du tout, mais c'est ces choses-là que j'avais dans la tête en tout cas. On a d'autres questions? C'est le micro là. Ah, c'est ça. S'il y a d'autres questions? Jean-Michel. J'ai une question et une interrogation conseil littéraire. L'interrogation conseil, c'est est-ce que vous avez lu Je m'appelle Asherleff? Pardon? Est-ce que vous avez lu Je m'appelle Asherleff? Non. Ça, c'était l'interrogation qui devient donc exclusivement conseil. D'accord. Et maintenant, ma question, elle portait sur... il me semble que c'est la dernière partie de l'exposé. Pour ce que j'ai compris, il y a tout un développement sur l'individu ordinaire qui entre dans le jeu de l'être, et une tentative de lecture de ça comme étant une manière de monter sur la scène du théâtre, comme étant une façon d'endosser la condition du personnage. Et disons de prime abord, je serais réticent à cette assimilation. Il me semble que jouer le jeu de l'être, c'est l'affaire égoïstiquement essentielle de notre bonheur, et c'est tout à fait autre chose que la dépersonnalisation de la fiction et par exemple de la fiction littéraire. Donc voilà, je me demande, est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que vous faisiez l'assimilation? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question, mais il me semble, ce que je voulais faire en fait, et que j'ai mal fait, c'était comment dire, prendre, c'est le roman d'Hermann Hesse en fait, c'est la référence à ce roman-là qui a été malmenée par moi, parce que en le lisant, j'ai eu l'impression que il y avait bien là quelque chose qui faisait écho, en tout cas pour moi, et que je n'ai pas réussi à faire ressortir, à la réalité et son ombre, parce qu'il est question de ressemblance incessamment, parce qu'il est question de magie, parce qu'il est question d'un destin, mais l'espèce d'ambiguïté ou d'ironie finalement face à laquelle nous met Hermann Hesse, c'est le fait que ce destin est apparemment assumé par Émile Sinclair, alors que en fait il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de décision à prendre puisqu'on y est de toute façon. Voilà, et donc je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair comme réponse. Mais... Ça veut dire qu'il n'y avait pas l'assimilation. D'accord, bon, soit. Donc on peut s'arrêter là. Et les deux orateurs.